Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance, au cours de cette sixième rencontre, d'un personnage important, extraordinaire, déjà à l'époque, mais même dans son héritage politique, c'est Vladimir Zeev Jabotinsky. On le connaît parce que c'est lui qui va fonder le mouvement dit révisionniste, et je vais expliquer pourquoi c'est un révisionnisme par rapport au sionisme traditionnel ou dominant ou dogmatique comme il le concevait. Il va fonder également le mouvement de jeunesse du Bétar, et donc il est à l'origine de l'Irgun que dirigera Menachem Begin, du parti du Kherut que fondera après la création de l'État d'Israël Menachem Begin, et du Likoud aujourd'hui. Donc c'est dire l'importance historique de la personne, qui reste d'ailleurs encore toujours célébrée au sein de son parti dans les instants, dans les congrès du Likoud. Vous avez le portrait de Herzl d'un côté, de Jabotinsky de l'autre. C'est dire que c'est pas simplement une figure historique, mais c'est une figure qui a encore, d'une certaine manière, quelque chose à dire de l'État d'Israël et de la société israélienne. Alors, je dirais également que Jabotinsky, c'est certainement le plus grand esthète et le plus grand prosateur de l'idéologie sioniste. Il l'écrit remarquablement bien. Je pense que s'il n'avait été happé par la cause sioniste, ça aurait été un écrivain, ça aurait été un romancier. Il en a publié d'ailleurs 2 romans. Il a été un traducteur. Des poèmes de Edgar Allan Poe ont été traduits par Jabotinsky et beaucoup d'autres. Donc c'est un fin lettré. Il est né en 1880 à Odessa. Il va faire partie de cette richesse, de la richesse de la jeunesse juive dans cette partie de la Russie, donc tout au sud. Et encore une fois, il est un des brillants rhétoriciens. J'avais pu l'entendre, mais on prétend qu'il était capable de galvaniser les foules. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que je dirais qu'il est non seulement un excellent prosateur, mais il a une vision très sûre et très claire de ce que doit être le sionisme. Alors, il est très favorable au sionisme d'Herzl, il va prôner l'État juif, il va arriver en Palestine, mais très vite, avec l'établissement du mandat britannique, il va avoir maille à partie avec les Britanniques, alors même que initialement il avait été un des plus grands avocats, durant la Première Guerre mondiale, de l'alliance avec les Britanniques. En cela, il le partageait avec Weizmann. N'oubliez pas, pendant la Première Guerre mondiale, le mouvement sioniste est neutre. Il dit, il y a des Juifs qui sont dans toutes les armées, donc on ne va pas dire qu'on est pour les Français et les Britanniques ou pour les Allemands et les Austro-Hongrois. Et c'est et Jabotinsky et Weizmann de son côté qui vont dire non, il faut se mettre du côté des Britanniques parce qu'à la fin de la guerre, ce sont les Alliés qui vont l'emporter, et si on veut obtenir quelque chose, si la cause sioniste doit gagner quelque chose à cette guerre, il faut déjà se placer du bon côté. Et il va fonder la Légion juive, donc des formations, des troupes juives et sionistes au service de sa majesté, donc en 1914 et 1915. Mais je ne dirais pas que c'est là la plus grande contribution, la plus importante, mais c'est donc dans les années 20 qu'il va mettre en place, qu'il va établir ce qu'il appelle le sionisme révisionniste. Donc révisionniste au sens où il veut réviser les principes fondamentaux sur lesquels le sionisme s'est établi. Et je voudrais peut-être ici décliner les différents aspects de son révisionnisme. Le premier, peut-être le plus significatif, celui dont on se souvient lorsqu'on parle de Jabotinsky, c'est d'abord que contrairement à l'ensemble du mentionnisme qui, en 1922, s'incline devant la décision de Winston Churchill, il est à l'époque ministre des colonies, qui décide de n'appliquer la déclaration Balfour, non pas sur l'ensemble de la Palestine, qui, entre 1920 et 1922, va de la Méditerranée jusqu'à l'Irak. Il décide d'établir sur le Jourdain une frontière, là où elle ne l'était pas jusque-là. Et il considère que seule la Palestine occidentale, donc de la Méditerranée au Jourdain, est le territoire et le lieu sur lequel s'appliquera la déclaration Balfour, et au-delà du Jourdain, donc au-delà du Jourdain jusqu'à l'Irak, eh bien c'est une nouvelle entité qui est créée, c'est la Transjordanie. Alors, les sionistes le regrettent, bien entendu. Personne n'applaudit des deux mains à cette première partition, en quelque sorte, de la Palestine, ne laissant d'ailleurs que une vingtaine de pourcents pour les Juifs, le reste étant donné donc à l'émir Abdallah. Alors, personne n'en est véritablement satisfait, mais tout le monde considère que, en gros, Dieu a donné, Dieu reprend. Les Britanniques nous ont donné la Palestine, maintenant ils nous en reprennent une partie. Le rapport de force ne nous permet
permet pas de contester cette décision. Eh bien, pour Jabotinsky, ça va être le premier fondement de la révision, c'est-à-dire le sionisme. La déclaration Balfour incluait la Transjordanie, eh bien, il faut rester fidèle à cet impératif territorial et considérer que la Transjordanie fait partie de la terre d'Israël. Et on verra d'ailleurs dans les symboles du mouvement révisionniste, les années 20, les années 30, même après la création de l'État d'Israël, on voit, alors c'est cette fameuse formule, le Jourdain a deux rives, celle-ci est à nous et l'autre aussi. Voilà, c'est ça en gros l'idée. Donc on ne renonce pas à ce grand Israël en quelque sorte, puisqu'il inclut la Transjordanie. Mais ce n'est pas la seule révision. La deuxième révision, elle concerne l'État. Alors vous allez dire, mais tout le monde est d'accord pour un État juif. Oui et non, parce que Ben Gurion comprend une chose. Il comprend que l'État c'est bien, mais il est trop tôt, il est prématuré de le réclamer ouvertement. On va se mettre à dos les Arabes d'une part, mais surtout les Britanniques. Or, le mandat britannique c'est quoi? C'est un laps de temps durant lequel il faut faire deux choses. Acheter des terres et faire venir des Juifs. Et tant qu'on n'a pas acheté suffisamment de terres, et tant qu'on n'a pas suffisamment fait venir de Juifs, il est prématuré de déclarer l'État juif. Eh bien, Jabotinsky, lui, dit quand bien même, c'est vrai qu'on n'a pas encore suffisamment de Juifs en Palestine, et on n'a pas encore assez de terres, eh bien, Jabotinsky dit que le mouvement sioniste doit ouvertement déclarer, doit pas dissimuler sa vocation, celle de réclamer un État juif. Et dans les congrès sionistes des années 20, il n'obtiendra pas gain de cause, puisque l'ensemble, encore une fois, ne remet pas en cause l'idée d'un État juif, dit simplement, c'est pas le moment de le demander. Donc, deuxième révision, réclamer ouvertement, ne pas avoir peur de dire que le but du mouvement sioniste, c'est un État juif sur toute la Palestine, y compris donc la Transjordanie. Troisième révision, on l'a vu la dernière fois autour du sionisme pratique et autour du sionisme socialiste, qui doit faire l'État juif? Qui va porter sur lui la responsabilité de faire advenir ce projet d'une communauté nationale à un État? La réponse de Ben Gurion, la réponse des sionistes socialistes, c'est la classe ouvrière, c'est la classe des travailleurs agricoles. Eh bien, Jabotinsky, lui, en tant qu'en nationaliste qu'il est, dit pas du tout. C'est l'affaire de toute la nation juive, de toutes les classes sociales. Il faut prôner la collaboration de classes et donc faire venir des bourgeois, des philanthropes, etc. Et ça doit donc l'affaire de tous, là où pour les socialistes, c'était uniquement l'affaire, ou d'abord et avant tout, sous la direction de la classe ouvrière, que devait se faire cette opération. Alors, on verra effectivement Jabotinsky être du côté du patronat, des commerçants, des artisans, parfois mettant en place des syndicats jaunes destinés à briser des grèves. Ça, c'est je dirais dans les années 20, les années 30, quand se constitue le foyer national juif. Et puis, j'ajouterais, et c'est peut-être le point le plus essentiel, c'est effectivement la question arabe. Comment on envisage la question arabe du côté de Jabotinsky? Pour lui, c'est très simple. Il écrit là un article qui est certainement son plus grand héritage, et l'article qu'il faut lire par excellence, qui s'appelle le mur de fer ou la muraille d'acier, la muraille de fer ou la muraille d'acier, traduction peut varier. Et c'est un article dans lequel il dit voilà, moi je suis nationaliste, et c'est parce que je suis nationaliste que je comprends parfaitement l'opposition des Arabes. Voilà. Mais je ne suis pas né arabe, donc je ne suis pas de leur camp. Et donc, quand il parle de muraille de fer, attention, c'est pas du tout la barrière de séparation qui sépare aujourd'hui la Palestine, les territoires palestiniens de l'État d'Israël. Non, la muraille de fer, c'est une muraille mentale. C'est-à-dire, c'est intérioriser l'idée que les Arabes n'accepteront pas la création d'un État juif. Et donc, appelant la jeunesse juive et les habitants de la Palestine à ne pas penser, à ne pas croire que, voilà, si on négocie, si on leur promet un niveau de vie plus favorable, eh bien, les Arabes vont accepter la présence des Juifs en Palestine. Et il dit, et les analogies sont assez étranges, même, je dirais sous sa plume, il dit, les Arabes, et c'est pas par antisémitisme que les Arabes rejettent la présence juive, ils la rejettent parce qu'ils se ressentent comme des autochtones, et pour eux, les immigrants qui viennent d'Odessa, de Paris, de Marseille, de Marrakech ou d'ailleurs, eh bien, ce sont des étrangers, ce sont des colonisateurs. Et il dit, ils n'accepteront pas plus la présence des Juifs en Palestine que les Aztèques et les Incas ou les aborigènes d'Australie n'ont accepté la présence des Espagnols, des conquistadors ou des immigrants anglais qui sont arrivés. Et donc, il faut ériger cette muraille de fer. Alors, c'est pas qu'il exclut
la possibilité qu'un jour les Arabes reconnaissent, mais il le dit très clairement dans cet article, il dit « Ils ne reconnaîtront un État juif que le jour où ils seront persuadés que cet État juif est indestructible ». Et là aussi, c'est intéressant dans le débat qui existe aujourd'hui en Israël sur les territoires de Cisjordanie. Il dit l'opposition arabe sera, comment dirais-je, solide, que ce soit un petit État juif ou que ce soit un grand État juif. Donc n'allez pas croire que parce que vous renoncez à la Transjordanie, ils vont plus accepter un petit État juif dans les limites des frontières donc établies par Churchill en 1922. L'opposition sera irréductible. Vous entendez bien l'écho que peut avoir cette position-là, même dans le débat d'aujourd'hui. Voilà quelle a été l'importance idéologique de Jabotinsky. Il a mis en place ce mouvement-là. Alors il n'a pas été en Palestine parce qu'il a été exilé, chassé par les Britanniques. Jabotinsky donc va exercer son action en Pologne, en Afrique du Sud, aux États-Unis. C'est à New York qu'il arrive et il y meurt en 1940. Et alors la précision intéressante, et même si elle peut paraître anecdotique, il demande dans son testament à ce que sa dépouille soit transférée à Jérusalem que si un État juif voit le jour. L'État juif voit le jour en 1948, mais Ben Gurion, qui est son rival le plus acharné, Ben Gurion, tant qu'il est Premier ministre, donc de 1948 à 1963, s'oppose au transfert des restes de Zeev Jabotinsky, et c'est son successeur, le successeur de Ben Gurion, qui arrive au pouvoir en 1963, Levi Eshkol, qui va donner son consentement, manière d'ouvrir un consensus après cette rupture très violente entre le sionisme travailliste et le sionisme révisionniste. Il va donner son consentement et c'est en 1965 que le corps de Vladimir Zeev Jabotinsky sera transféré au Mont Herzl, pas très loin de la tombe de Théodore Herzl et pas très loin du panthéon des premiers ministres d'Israël. Et j'ajouterais bien entendu que, au-delà de cela, c'est l'ouverture, je dirais, d'une nouvelle page de l'histoire de ce mouvement au sein de l'État d'Israël. Quelques années plus tard, en 67, donc 2 ans après seulement, c'est la première entrée du parti Herut dans une coalition gouvernementale et 10 ans plus tard, la première victoire politique avec la fameuse alternance de 1977 et cet héritage qui continue jusqu'à aujourd'hui avec l'exercice du pouvoir par le Likoud, présidé par Benjamin Netanyahu.